Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Smart Impact délocalisé à Marseille. Aujourd'hui, Bismart, vous le savez, le partenaire de ce 20e forum des entrepreneurs organisé par l'UP13. On est très heureux de vous retrouver, de vous accueillir dans ce cinéma de la Joliette. Alors, comme tous les jours, on va donner la parole à ces chefs d'entreprise, ces cadres dirigeants qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociale et environnementale un axe majeur de leur développement. Dans un très court instant, il est déjà là, je recevrai David Sussman, le fondateur de Seafoodia, président de la fondation Pur Océan. Joseph Arakel, président du groupe de transport logistique Tempo One, sera également mon invité. Le débat du jour portera sur la transition écologique de la métropole ex-Marseille-Provence avec sa présidente, Martine Vassal. Et puis on fera un gros plan sur le traitement et la valorisation des déchets dangereux avec Thierry Zarca, qui est le directeur de Sarp Industrie. Et puis Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est le Drive Local, la première plateforme de e-commerce de proximité. Je recevrai Frédéric Ponce, qui est cofondateur et partenaire du Drive Local avec Ops Group. Voilà pour les titres, c'est riche, vous l'avez compris. C'est parti pour Smart Impact. Bonjour David Sussman. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir dans cette émission et merci de nous accueillir à Marseille. C'est un bonheur d'être ici. Évidemment, vous êtes donc le président fondateur de Seafoodia. Vous distribuez, vous vendez les produits de la mer depuis 1996 et vous présidez également la fondation Pur Océan. Il y a une question d'actu, on est vraiment en plein dedans. C'est ce plan de relance qui a été annoncé par le Premier ministre hier. 30 milliards pour la transition écologique. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ce plan de relance ? Comme entrepreneur, évidemment. C'est une formidable nouvelle parce que la rentrée a été difficile pour tous les entrepreneurs, cet après-Covid et puis ce semi-confinement et une certaine angoisse quand même qu'on retrouve auprès de toutes les entreprises et les chefs d'entreprise se posent des questions. Et là, c'est un véritable bol d'air. On nous parle de 100 milliards, dont 30 milliards pour justement cette transition écologique. Et dans tous les secteurs, on va aussi pouvoir investir. Et donc, je sais que dans notre entreprise, et je sais d'autres, on s'est mobilisé, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut finalement faire aujourd'hui? Les taux sont bas, on peut être accompagné aujourd'hui par les banques et les partenaires financiers qui sont en demande aujourd'hui. Donc, je crois que c'est une formidable opportunité pour les entrepreneurs de se transformer, de transformer leurs organisations, même si on sait bien évidemment, Thomas, que certaines entreprises sont en train de disparaître, mais je crois qu'on est rentré dans un nouveau monde. Et ça, c'est un accélérateur dans le nouveau monde et c'est une bonne nouvelle. Mais alors, on va prendre l'exemple concret de votre entreprise. Seafoodia, c'est 60 000 tonnes vendues chaque année, une activité qui couvre 60 pays, 5 continents, 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous allez transformer? Vous êtes déjà en train de vous transformer depuis des années, j'imagine, mais quelle opportunité vous allez saisir? Oui, tout à fait. On est en pleine transformation et je crois que les entreprises qui n'évoluent pas, qui ne se transforment pas, qui ne se digitalisent pas, qui n'innovent pas, encore une fois, sont vouées à disparaître. Mais là, ce qui s'est passé cette année, je crois que c'est un choc, c'est une révolution. Vous avez énormément de confrères qui, je pense, n'ont pas pu, par exemple, mettre en place un PGE parce qu'une entreprise qui ne se portait pas très bien, malheureusement, n'a pas pu avoir son PGE. Et donc, je crois, encore une fois, que c'est certaines entreprises qui sont en train de disparaître, d'autres qui sont en train d'accélérer leur transition, leur évolution. C'est notre cas. Je pense que cette année, encore une fois, on aura une croissance à 2 chiffres. Mais grâce à ce PGE et peut-être grâce à ce plan, on va pouvoir investir, on va pouvoir relancer une industrie en France. Donc, nous, on était déjà en train de se mobiliser sur comment, justement, faire des achats industriels, du stockage, de la transformation, se développer en France et en Europe. Et aujourd'hui, je pense que dans le cadre de cette transition, on va pouvoir avoir les moyens de nous développer. Et donc, ça veut dire toutes ces entreprises qui sont green, qui sont bleues, dans tous les secteurs, vont pouvoir en fait se transformer très vite. Donc, il va falloir aller, d'après moi, le plus vite possible. Dans vos métiers, la pêche durable, ça a quel sens? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, la pêche durable, en fait... vous savez, aujourd'hui, vous avez le monde de l'aquaculture et le monde de la pêche sauvage. Grosso modo, on va dire, c'est la moitié de la consommation, c'est la pêche d'aquaculture, c'est-à-dire celle que vous retrouvez comme les huîtres ou les poissons que nous allons élever. Et puis, vous avez la pêche sauvage. La pêche sauvage durable et responsable, c'est environ 15% de la pêche mondiale, c'est-à-dire assez peu. Je reviens d'ailleurs d'une traversée de l'Atlantique, vous savez peut-être, je vous raconterai ce que j'ai vu entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Lorient au mois de juillet. Une transat justement où j'ai pu voir les bateaux de pêche, j'ai pu voir la pêche illégale, j'ai pu voir de mes yeux réellement comment ça se passe. Pêche illégale?
pêche illégale, on revient dessus. Oui, mais En fait, on a 3,30, donc il faut aller vite. donc sur les 15% de pêche durable et responsable, qui sont donc nous, notre terrain de jeu, je dirais, Ouais. pour Seafoodia, ça veut dire qu'on ne touche pas à 85% de la pêche. C'est beaucoup. Et sur ces 15%, en fait, c'est quoi une pêche durable et responsable? Imaginez que vous avez 100 poissons et que vous allez pêcher l'année prochaine, vous aurez 100 poissons. L'année d'après, vous aurez 100 poissons. Vous n'allez pas toucher à ce quota de pêche, vous n'allez pas l'impacter négativement, vous allez sélectionner la taille des poissons, c'est-à-dire que vous n'allez pas pêcher les juvéniles, les enfants, etc. Vous allez garder les vieux d'une certaine façon, vous allez pêcher de façon responsable, vous n'allez pas impacter négativement l'écosystème. C'est possible. Il y a énormément de pêches aujourd'hui qui sont durables et responsables. C'est le créneau qu'a choisi Seafoodia depuis des années et c'est comme ça qu'on a pu se développer dans le monde entier. C'est un marché énorme. Hein. Mais le marché comment vous aujourd'hui faites en sorte de justement la pêche, ouais. c'est 300 milliards de dollars. C'est absolument énorme, puisque ça nourrit vraiment la planète. Et ce sont les solutions à l'alimentation de demain, puisque par nature, c'est la nature elle-même qui produit donc ces merveilles des océans. Ouais, et qu'on apprécie. Et que les nutritionnistes, d'ailleurs, nous conseillent. Hein, les oméga 3, c'est un bon allié, allié pour vous. PADHA, l'oméga 3, bien sûr. Régalez-vous de plus en plus de ces bons produits. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette transat qui vous a marqué et choqué? Alors, ce qui m'a marqué, choqué, donc on est parti de Saint-Pierre-et-Miquelon. Hein, l'objectif, c'était de battre le record d'Éric Tabarly établi en 87 en moins de 10 jours. On l'a fait en 8 jours et demi avec le bateau de Jean-Pierre Dick. On était 2 bateaux. Et en fait, ce que j'ai vu d'abord, c'est on a fait l'Atlantique Nord. Donc ça va très très vite, hein, en 8 jours et demi. J'ai vu une faune aquatique absolument extraordinaire, abondante, vraiment des orcales, des baleines, des dauphins qui nous accompagnaient sans arrêt. Ça, c'est la magie, ça. Et donc ça, c'était absolument magique. Mais tous les bateaux sont censés avoir ce qu'on appelle un AIS, c'est-à-dire sont censés se capter les uns les autres, un système de tracking. Et j'ai vu au-delà des 200 000 nautiques, donc qui sont en fait la zone, d'accord, protégée par on va dire chaque pays, hein, la zone territoriale, et au-delà, ce sont les zones internationales. Dans les eaux internationales, vous avez énormément de bateaux qui n'ont pas de tracking, qui n'ont pas de fanion. On ne connaît pas l'origine des bateaux et qui pêchent. Donc concrètement, on estime que 25% de la pêche aujourd'hui est illégale dans le monde. C'est quelque chose que je voulais voir, dont j'avais entendu parler, parce qu'évidemment c'est mon métier depuis plus de 25 ans. Mais là, je l'ai vu de mes yeux vus, j'ai vu des bateaux et j'en ai pas vu un. Je les ai vus par dizaines. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est de la responsabilité, notamment des Nations Unies et de pays, de s'engager à ce qu'on ne pille pas évidemment cette ressource qui est la ressource qui appartient à l'humanité et qu'on doit préserver. Et le fruit de cette pêche illégale, malheureusement, il peut arriver dans nos assiettes. Alors, je pense qu'en Europe, c'est assez difficile parce qu'aujourd'hui, vous avez une traçabilité quand même absolument énorme. Mais je pense que dans d'autres pays, peut-être moins développés, moins rigoureux que les pays développés, c'est évident qu'on les retrouve dans les assiettes. D'ailleurs, certains grands pays, lorsque vous regardez la différence entre l'import et la consommation, on se demande d'où vient l'écart. Donc, c'est un véritable enjeu puisqu'on parle de 25% de la pêche illégale. Hein. On parle de donc environ 40 milliards de dollars. Un dernier mot, l'émission s'appelle Smart Impact. Comment, dans votre entreprise, vous réduisez votre impact sur la planète, par exemple, je sais pas, dans la gestion des déchets? Est-ce que vous avez appliqué un certain nombre de solutions? Bien sûr. Tout d'abord, la gestion, par exemple, du plastique. Alors déjà, en interne, on n'a plus de plastique. Alors, j'espère encore qu'aujourd'hui, au salon au salon des entrepreneurs, on aura, avec l'UPE 13, on n'aura pas de plastique. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Mais je crois que c'est essentiel, par exemple, de gérer le plastique soi-même, c'est-à-dire avoir des gourdes et le gérer autrement. Et ensuite, bien évidemment, aussi, nous, c'est dans toutes les matières. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire au niveau de l'emballage, c'est avoir des plastiques qui sont plus durables, encore une fois, et responsables, des emballages carton. On essaie de le réduire. Grosso modo, c'est moins 15% par an environ ce qu'on arrive à réduire. Et on s'est donné un objectif à 10 ans en 2026 d'être à 0 plastique. Et ben voilà, des engagements concrets. Merci beaucoup. Merci David Sussman d'avoir participé à ce Smart Impact. Tout de suite, un autre invité dans l'émission. On va parler transport. Bonjour Joseph Arakel. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Heureux de vous accueillir. Vous êtes le président de Tempo One. C'est un groupe de transport logistique, un consortium qui regroupe 20 sociétés. Qui sont vos principaux clients? Donnez-nous une idée de votre activité. Alors, ce sont des multinationales comme les Tonga Yavanas, comme Continental Manufacturier, comme Euromaster. Voilà, on a beaucoup de clients qui recherchent des solutions globales, qui ne veulent pas contracter avec les majors qui opèrent et qui préfèrent avoir des conseils et, au-delà de ces conseils, mettre en application ce qu'on préconise. Donc, on est concepteur de solutions pour ces grands
de boîte. Et ensuite, on est maître d'œuvre. Et voilà. Alors, vous êtes dans le secteur du transport, de la logistique. C'est évidemment un secteur qui consomme beaucoup de carburant, beaucoup d'émissions de CO2. Comment vous réduisez l'impact de vos camions, votre impact général sur la planète? Alors, d'abord, si on reste dans le carburant gazole, Ouais. il y a beaucoup d'économies qui sont réalisées par des nouvelles technologies. Ensuite, il y a la formation des conducteurs pour limiter la consommation. Et ensuite, il y a des nouveaux... il y a du gaz qui arrive. Et là, on en est à l'ère de l'hydrogène. Donc, il y a des tests qui sont faits. Donc, quelque part, on est en mutation. Donc vous transformez votre flotte de camions au fur et à mesure, c'est ça? On essaie en particulier. Et l'électrique, quand c'est des circuits très courts, donc parce qu'il y a un problème d'autonomie. Donc, mais il y a une prise de conscience globale qui fait que, au-delà de la consommation de carburant, c'est un comportement qu'il faut changer. Donc, oui, quand vous dites formation des chauffeurs, ça nous concerne nous aussi, hein. On peut tous faire attention à notre façon de conduire. L'électrique, c'est quoi? C'est pour le dernier ou les derniers kilomètres oui, que la solution électrique est la plus adaptée? Oui, c'est des tournées environ à peu près de 50 km. Voilà, donc proximité entre un dépôt et des destinataires, des circuits très courts. Parce que l'autonomie de la batterie ne permet pas de faire de grandes tournées. Est-ce qu'on peut densifier les livraisons? En préparant l'émission, j'ai lu cette formule, densification des livraisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de faire en sorte que les camions ne s'éparpillent pas un peu partout? Alors, c'est plutôt la massification. La massification, c'est le regroupement pour un même destinataire de plusieurs envois. D'accord. Donc là, il faudrait que certains égos soient dépassés et qu'on arrive à fédérer des livraisons communes, mais chacun tient à livrer son client. Donc là, il y a encore du chemin à faire, on n'est pas prêt. On voit que les mentalités sont assez longues à faire évoluer. Sur le conditionnement des produits, ça aussi, c'est un thème dont on peut parler quand on évoque le transport logistique, parce qu'il y a des palettes, il y a des films plastiques. Est-ce que vous réussissez à changer les comportements, à réduire là aussi votre impact? Alors, il y a le système de location de palettes, mais le pire, c'est la palette perdue. Donc, qui crée vraiment du déchet, non seulement la palette, mais le film plastique qui emballe tous ces cartons et les cartons. Donc, il y a vraiment une réflexion à mener sur, on parlait de la consigne du verre, on en a parlé, donc là aussi la consigne du carton ou d'un emballage spécial qui soit recyclable. Donc là, c'est un travail en cours ou vous réussissez déjà à commencer à le faire? Ce sont des réflexions. Est-ce que quand vous pensez à votre impact sur la planète, le vôtre et ceux de vos partenaires, parce que vous travaillez avec énormément de partenaires, est-ce que vous vous rendez compte que pour certains, c'est encore un non-sujet, ou alors au contraire, tout le monde se dit il faut s'y mettre, il n'y a pas le choix? Oui, effectivement, je pense que c'est un niveau de conscience. Il y en a, et naturellement, on évolue. Et heureusement, donc pour certains, ce n'est pas prioritaire, pour d'autres, c'est primordial. Donc, il faut que l'œuvre fasse son temps, mais c'est une prise de conscience qui va au-delà du carburant, au-delà des déchets. Vraiment, il y a toute une politique de réutilisation à mettre en place, parce que le gaspillage, c'est quelque chose vraiment de révoltant. Et comment réutiliser quelque chose qui peut ne plus servir à quelqu'un, mais être utile à un autre. Et là, on a développé une application là-dessus sur le réemploi. Donc, avec une société qui s'appelle Smart Future, l'idée, c'est de réemployer des choses qu'on voudrait jeter avant que ça aille à la déchetterie. On le poste sur cette application et si quelqu'un en a besoin, avec la certitude que ça va pouvoir être utilisé et que c'est pas, on n'est pas là pour déverser dans une déchetterie. Voilà, c'est donner une seconde vie et puis signaler aussi quelque chose qui a été jeté sauvagement. Mais moi j'aime bien parce qu'on est dans des
dans des solutions, on est dans du concret, on est dans du positif. Et puis grâce à vous, j'ai passé un bon été. Hein, puisque vous êtes la porte d'entrée en Europe des tongs Havaianas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc nous sommes le logisticien. Nous avons 2 entrepôts, un de 26 000 m² à Fos-sur-Mer, où on reçoit des conteneurs qui viennent du Brésil et on distribue sur toute l'Europe du Sud, c'est-à-dire France, Espagne, Portugal et Italie, et un second entrepôt de 12 000 m² dans le nord de l'Europe, à Liège. Et là, on distribue bien sûr les pays du Nord et l'Allemagne, l'Angleterre qui est un gros consommateur de tongs. Et pourquoi les Anglais n'auraient pas le droit de mettre des tongs? Mais oui, tout à fait. Non, mais c'est que le temps n'y s'y prête moins, mais peut-être dès qu'il y a un rayon de soleil. Ça fait longtemps qu'ils ont décidé que le temps n'était pas un sujet. Merci beaucoup. Merci Joseph Arakel, c'était passionnant. À bientôt, j'espère, sur Bismart. Merci Tout de suite, comme promis, notre débat sur la transition écologique dans la métropole marseillaise. Voilà, on était à la dimension des entreprises. Maintenant, on va élargir, on va se mettre à la dimension du département et même de la métropole Aix-Marseille-Provence. Bonjour Martine Vassal. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente du département des Bouches-du-Rhône et donc de la métropole. À vos côtés, Thierry Zarka, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le directeur général de Sarp Industrie, leader en Europe pour le traitement et la valorisation des déchets dangereux. Je commence par une question d'actualité. Ce matin, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, annonçait donc, confirmait, détaillait le plan de relance et les 30 milliards destinés à la transition écologique. Elle disait il y a une mesure qui peut aller très vite, ce sont les bâtiments publics, ceux de l'État et ceux des collectivités locales qu'on peut transformer pour qu'ils soient moins gloutons en énergie. Est-ce que vous avez déjà là en tête des bâtiments dont vous pourriez améliorer la performance énergétique? Alors, ça fait un moment déjà que nous travaillons sur la problématique énergétique dans sa globalité et je veux dire sur l'environnement avec un grand E, puisque moi j'ai pris la présidence du conseil départemental en 2015 et la présidence de la métropole en 2018. Et donc dès mon arrivée en responsabilité, nous avons lancé des initiatives qui permettent d'aider à la transition écologique et à la préservation du territoire aussi, puisqu'il y a une urgence environnementale. On n'avait pas tellement conscience de cette urgence il y a quelques années, mais là aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention à notre air, à notre eau, à notre environnement. Et bien entendu, les bâtiments, nous finançons de manière importante les restructurations de bâtiments à titre écologique. Et puis, vous savez, les institutions que je préside, on fait à peu près 1,1 milliard d'investissements par an au niveau bâtimentaire, au niveau investissement global. En tout, donc ce qui fait que oui, effectivement, donc on est ravis que dans le cadre du plan de relance, l'environnement soit doté. Nous espérons également que la mobilité sera aussi dotée, parce que nous avons un territoire qui est très en retard sur la problématique des transports en commun. Donc si ce sont des bâtiments, de toute façon, l'important c'est de pouvoir faire travailler ce territoire qui a énormément de compétences dans le domaine écologique. Dans cette émission, on aime bien valoriser la transition incitative plutôt que la transition punitive. Est-ce que j'imagine que vous êtes aussi sur cette ligne à la métropole ou au département. Est-ce que vous pouvez nous donner un certain nombre d'exemples? Par exemple, vous parliez de mobilité, les primes à l'achat aux véhicules propres ou aux vélos électriques, on y est aussi. On fait depuis un moment aussi. Ouais. Donc nous donnons une prime de 5 000 €. Donc on a déplafonné la prime pour que ça puisse aller en complément de l'aide gouvernementale, ce qui a permis de booster sur le territoire la vente de véhicules électriques, où il y a une progression dans la qualité, notamment la durée de vie des batteries. Donc de plus en plus de personnes utilisent ces possibilités. Donc c'est 5 000 €, 400 € pour un vélo. Est-ce que la sortie de confinement a boosté le vélo électrique ici à Marseille? Mais c'était déjà quelque chose qui fonctionnait. Le vélo électrique, oui. Les voitures, ça faisait un moment. Et nous avons rajouté également une prime sur la problématique des chauffages. Parce que nous avons constaté que lorsque vous avez une cheminée sans insert, les particules qui sortent dans l'air sont beaucoup plus nocives que lorsqu'il y a un insert. Donc nous faisons une participation de 1 000 € par installation d'insert sur une cheminée. Donc oui, nous avons cette volonté de préservation environnementale et également aussi par rapport à l'agriculture. Pour nous, l'environnement, moi j'ai fait un plan commun environnement
environnementale sur la métropole et sur le département, parce que c'est extrêmement transversal, ça touche tous les domaines. C'est pas uniquement que le tri, bien sûr c'est indispensable, mais c'est aussi le mode de vie. Ouais, alors justement, on va parler des déchets avec vous, Thierry Zarka. Sarp Industrie, filiale de Veolia, c'est ça, 2800 collaborateurs dans plus de 75 sites en Europe, plus de 10 000 clients industriels, 4 100 000 tonnes de déchets traités, de déchets dangereux. Quand on parle de déchets dangereux, déjà, c'est quoi? Alors oui, les déchets dangereux, on en a tous à la maison. En fait, les pots de peinture, le white spirit, les débouches éviers, les engrais pour les plantes, les désherbants, les aérosols, tout ça, tous ces produits qui ont un pictogramme de danger, inflammable, corrosif, etc., ce sont des produits dangereux. Et donc, quand ça devient des déchets, ça devient des déchets dangereux. Et donc, on les dépose à la déchetterie. Ça fait partie des déchets que je collecte. Et chez les industriels, finalement, on retrouve la même chose, des cols, des vernis, des hydrocarbures, des solvants, des acides, des bases. Voilà, ce sont tous ces déchets chimiques qui sont essentiellement dangereux pour l'environnement et parfois aussi pour la santé. Est-ce qu'il y a une dimension de défi technologique à relever dans vos métiers? Parce que c'est bien gentil de dire ok, on a des déchets dangereux, on va les recycler, mais il faut trouver la solution. Alors oui, évidemment, c'est notre raison d'être. En fait, notre métier est assez jeune. Il est né en 1975 lorsque le premier texte de loi est paru pour interdire de déposer ces déchets n'importe où. Et donc on a créé un métier avec des usines performantes qui sont là pour ne pas faire de transfert de pollution et donc éliminer et ou valoriser ces déchets dans les meilleures conditions possibles. Les technologies, évidemment, depuis 1975, ont énormément évolué. On a des performances environnementales tout à fait remarquables dans nos usines. Et on a donc notre raison d'être, c'est d'éviter, évidemment, un transfert de pollution. Et donc, on est là pour préserver l'environnement d'un risque de pollution industrielle. Et de pérenniser également l'activité industrielle. C'est notre mission. Mais ça veut dire qu'il y avait des déchets qui n'étaient pas recyclables et qui le sont devenus. Quand vous parlez de valorisation, par exemple. Oui, tout à fait. Au départ, lorsque le métier est né, on ne savait faire que de l'élimination, en quelque sorte. Et les technologies évoluant, on a développé des méthodes de tri, des méthodes industrielles, des usines qui nous permettent aujourd'hui de valoriser, en valorisation matière, un certain nombre de déchets. Donc avec des déchets hydrocarburés, on fait des combustibles de substitution. Avec des solvants, on les régénère pour leur donner une seconde vie, des plastiques, de l'iode, des métaux rares. Donc on a tout un tas d'usines. On fait du biocarburant avec des huiles de friture, on régénère des huiles moteurs pour leur donner une seconde vie. Donc on construit des usines entièrement dédiées à ces valorisations-là. Et j'imagine qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui n'imaginent pas qu'il y a une valorisation possible de leurs déchets. C'est quand même une mécanique intellectuelle qui est assez fascinante de passer d'une contrainte à une valorisation. Martine Vassal, on est encore malheureusement dans cette crise sanitaire et économique. On le voit avec les mesures les gestes barrières qu'on respecte tous ici. Ça a un impact économique majeur et à long terme. Mais c'est aussi peut-être une occasion à saisir, notamment en matière de relocalisation. Ça fait partie des projets qui sont les vôtres sur le plan alimentaire. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, mais ce plan alimentaire territorial, c'est quoi ? Oui, cette crise qui est quand même exceptionnelle et qu'on espère ne jamais pouvoir revivre, nous a privés de nos libertés. Ça a été d'abord une crise sanitaire, c'est une crise humanitaire, une crise sociale et une crise bien sûr économique. Donc aujourd'hui, il faut qu'on rebondisse. Donc oui, vous avez raison, il faut continuer à faire attention, à porter des masques, à se faire tester, à garder les gestes barrières parce qu'il faut qu'on change nos modes de vie. Donc nous avons la chance d'avoir sur notre territoire un territoire où il y a des espaces, où il y a, nous sommes premiers producteurs de fruits et de légumes en France, et donc c'est un peu le grenier de la France qui est ici, donc avec aussi une volonté de développer les projets alimentaires, notamment dans les centres urbains, parce que c'est vrai que
quand on a des villes où on fait venir des produits de l'extérieur, on peut aussi trouver d'autres solutions, donc sur des toitures, sur des murs végétaux. Ça réduit les transports, ça réduit le nombre de camions sur les routes. Planter les arbres. Moi, chaque fois que nous avons fait des aménagements sur l'espace public, eh bien des plantations d'arbres qui sont faites. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir développer aussi l'agriculture urbaine pour mieux manger, pour manger plus équilibré. Et puis, c'est ce que je fais, moi. J'ai la chance d'avoir en charge les collèges sur ce territoire. Oui. Et dans les collèges du département, nous mangeons les fruits et légumes de saison. Donc, il faut apprendre aussi aux enfants que on ne peut pas manger tous les fruits et tous les légumes à tout moment. Et puis, les changer un petit peu des frites, des pâtes et du riz. C'est pas forcément facile. Mais c'est important. Donc, c'est un combat collectif. L'alimentation est très importante. La production est très importante. Nous incitons nos habitants à acheter du local. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce Smart Impact ici en direct de Marseille. On a encore quelques minutes pour vous présenter la start-up du jour. On va parler e-commerce de proximité. Bonjour Frédéric Ponce. Bonjour. Bienvenue, très heureux de vous accueillir. Vous êtes le coprésident de Hobbs Group, 22 000 salariés, 600 millions de chiffre d'affaires. Et pourtant, vous venez nous parler d'une start-up. on va comprendre pourquoi. Mettez bien le micro sur le menton, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous venez de vous associer à la start-up aixoise Get Bigger pour lancer donc cette plateforme de e-commerce de proximité qui s'appelle le Drive Local. C'est quoi le principe déjà ? Alors d'abord, en fait, c'est une rencontre et c'est ça qui est intéressant. Effectivement, comme vous l'avez décrit, on est une ETI, on croise des start-upers qui étaient plutôt dans la logistique et qui ont rencontré des commerçants locaux et qui se sont dit ils n'arrivent pas à accueillir tous les appels qu'ils ont en ce moment pendant le Covid. Ça s'est passé pendant le Covid. Et du coup, il y avait un besoin avant. Ça a été démultiplié avec le Covid et nous, on s'est dit on va s'inscrire là-dedans. Voilà comment, en un mois, on a lancé le Drive Local. Donc vous faites quoi ? Vous créez l'interface entre les consommateurs, les commerçants, les transporteurs. C'est quoi l'idée ? Alors les transporteurs, c'est nous. Mais effectivement, on a créé une plateforme gratuite qui permet d'accueillir tous les commerçants d'une ville. En l'occurrence, là, on a lancé sur Aix. Donc, on a 200 commerçants sur Aix qui sont inscrits parce que c'est gratuit et que ça leur permet d'avoir un accès à un marché du digital. Donc, ça, c'est le commerçant. Le consommateur, il y avait une telle demande que le bouche à oreille a fait exploser les choses. C'est-à-dire qu'on a eu 1000 commandes en un mois, enfin un truc de dingue. Ouais. Et nous, derrière, effectivement, on livre le consommateur parce que ça, c'est notre métier. Colis Privé étant le premier opérateur privé en France de livraison de B2C. Donc, on livre pour tous les grands e-commerçants. Mais du coup, on met ce service aux besoins des petits commerçants locaux. Est-ce que c'est aussi un moyen de lutter ou en tout cas de contrecarrer le réflexe Amazon ? Alors, on ne contrecarre pas parce qu'Amazon est notre premier client. C'est aussi d'ailleurs notre actionnaire à 20% sur Colis Privé. Okay. Donc on ne contrecarre rien, mais on va plutôt bien s'entendre. Ouais. Ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas une expérience réussie, en particulier sur la livraison de produits alimentaires très significative. Il y a beaucoup ont essayé et ce n'est pas très successful. Ce qu'on a réussi à faire là, c'est on s'adresse à des consommateurs locaux avec des commerçants locaux. Ça veut dire que le stock est local, on livre juste à côté, à 5 km autour, et on pense que c'est une formule vraiment gagnante. Alors, ça démarre dans les Bouches-du-Rhône, mais l'ambition, elle est nationale ? Alors, pour être complètement transparent, 1000 commandes pendant le Covid, post-Covid, ça a un peu réduit, ça a carrément réduit même. D'accord. Donc moi, je fais un appel aux consommateurs. Rappelez-vous que vous avez eu besoin de vos commerçants locaux quand vous étiez confinés. Ne retournez pas tous majoritairement acheter dans les grandes surfaces. Continuez à acheter local. Et si vous continuez à acheter local, nous, on va étendre ça dans toutes les grandes villes. Merci beaucoup, c'était concis et c'était passionnant. Merci beaucoup Frédéric Ponce, et merci à tous, merci au Forum des entrepreneurs, à l'UP13 qui nous accueille ici merveilleusement bien à Marseille. Bon vent à vous tous, courage dans cette crise économique. On a eu plein de bonnes idées de volontarisme et ça fait du bien. Bonne 20e édition de ce forum. Moi je vous donne rendez-vous lundi à 9h pour le prochain numéro de Smart Impact. Ce sera avec Émilie Kovacs évidemment. Salut.